Asıl ayran saz yer, kerekçen orta. Mehmet taştı Ağlardan gelmeyi Mehmet taştı Ağlardan gelmeyi Nazirah bey Nazirah Zırdani Bazir Bazir Ayda gayet Jean, je te laisse la parole. Écoute, volontiers, Sarah. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter pour la deuxième fois en fait à une cérémonie dans laquelle il y a un grand nombre d'Arméniens, notamment de descendants de ces Arméniens qui ont été sauvés par la flotte française. Je salue également aussi la présence de l'amiral de Corsoum qui a accepté de venir avec moi ce soir pour vous montrer au fond finalement l'autre histoire qui se conjugue avec la vôtre, qui est l'histoire de la marine nationale française à cette époque-là. Alors si vous voulez, vous pouvez regarder cet ensemble que j'ai prévu pour vous. 5 parties, comme dans toute dissertation à la française. Une introduction dans laquelle je vais rappeler le contexte historique, géopolitique, géostratégique de l'époque. Ensuite, comment et pourquoi est intervenue la marine française. Comment s'est effectué le sauvetage entre le 5 septembre et le 14 septembre 1915, il y a 100 ans. Ensuite, un petit coup de zoom sur mon grand-père, qui était effectivement, comme l'a dit Sarro, un jeune officier de marine à cette époque-là, qui était sur un cuirassé, un croiseur cuirassé, qui s'appelait le 2C, et qui était à la tête de la compagnie de débarquement du cuirassé. Et puis enfin, j'aime bien terminer un exposé de cette nature-là, oui, dans ce que j'en pense moi-même. Pas simplement l'exposé des faits, mais ce que j'en pense au bout du compte. Tous les documents qui m'ont servi à faire cet exposé-là sont des documents authentiques. J'en ai apporté quelques-uns ici, que je peux vous montrer à l'issue de cette réunion-là. Ça concerne des choses qui ont été écrites dès 1915 par les officiers. Ça concerne également des albums de photos de mon grand-père, avec des photos datées et légendées. On pourra en reparler. On appuie sur le bouton. Donc, premièrement, le contexte historique. Alors, pour le brièvement, j'ai retrouvé là une carte ancienne. J'ai retrouvé une carte ancienne, voilà. Très bien. Une carte ancienne de l'Empire ottoman, c'est s'appelait comme ça à cette époque-là, qui montre finalement deux grandes choses. D'une part, l'importance stratégique du canal de Suez qui est ici, qui était la France, l'Angleterre et la Russie étaient en guerre contre les empires centraux, qui étaient l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire allemand, et puis l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, ses limites, vous les voyez ici, donc il allait pratiquement jusque-là. Donc c'était une menace permanente pour les communications entre l'Empire des Indes anglais et le reste de la Méditerranée et de l'Europe. Donc une importance stratégique de l'Égypte ici. Autre importance stratégique, ce fameux détroit des Dardanelles en haut, qui avait fait l'objet en 1915 d'une campagne désastreuse en fait, dans laquelle était impliquée également la Marine nationale française. Donc contexte géostratégique, protection du canal de Suez, protection de la mer Rouge et blocus de ce qu'on appelait les côtes de Syrie. Le fameux Moussadar Moussaleh est ici, dans la baie d'Alexandre-Est,
Et ce qui a été raconté précédemment se passe exactement à cet endroit-là de la carte. Sarro a rappelé cet épisode qui fait partie de la mémoire arménienne, naturellement, de ces 53 jours de résistance de population sur cette montagne-là, qui refusait les ordres de déportation, en fait, formulés par les autorités ottomanes. La suivante, s'il vous plaît. Une autre carte de la même époque montrant l'Empire ottoman dans ses différentes divisions, et on voit bien ici cette tentation pour la Turquie ou l'Empire ottoman d'aller couper le fameux canal de Suez. On continue. Une autre carte aussi qui va vous faire mal, ça c'était la carte également dressée par un capitaine de corvette, manifestement d'origine arménienne, qui montrait ce qu'aurait pu être, à l'issue de la guerre, l'État, un État d'Arménie. On continue. Alors, quelle était la mission de la troisième escadre de la Marine nationale française? C'est très clair, c'était donc protection du canal de Suez et blocus des côtes de Syrie. Elle était basée à Port Saïd, et sur, par exemple, un grand croiseur qui s'appelle le 2C, il y avait à bord de ce croiseur, notamment une compagnie de débarquement. Voici la compagnie de débarquement, du côté de Port Saïd. Voici ce qu'on appelle un vapeur, donc c'est un canot avec un moteur à vapeur. Et vous voyez ici les sacs de charbon qui servaient à la fois de protection pour les hommes qui étaient sur ce vapeur et également pour alimenter le moteur à vapeur de ce canot. Donc c'est ça, un vapeur armé en guerre. Ces photos-là proviennent d'un album de photos d'un jeune enseigne de vaisseau de l'époque qui avait 23 ans et qui en 1915 servait sur ce croiseur cuirassé à la tête de sa compagnie de débarquement. Un croiseur de ce type-là avait environ 600 hommes d'équipage, officiers, officiers supérieurs, officiers subalternes et marins. On continue. Alors, pourquoi et comment est intervenue la flotte française en 1915, en septembre 1915, sur la région du Moussadar? Alors, pour raconter cette histoire-là, on va aller un peu plus loin, pour raconter cette histoire-là, on s'arrête là, j'ai réussi à retrouver dans les archives de la Marine nationale les journaux de bord des cuirassés, les rapports des amiraux, les rapports des commandants de bord, qui tous racontent la même histoire, et qui en plus de ça est illustré par une vingtaine de photos qui appartiennent à un album de photos que j'ai retrouvé il y a peu de temps dans des archives familiales complètement oubliées. Ces photos sont toutes datées et légendées, on les verra par la suite. Alors, regardons tout de suite quels étaient les bâtiments qui étaient sur la zone du Moussadar à cette époque-là. Il y avait un navire amiral qui était la Jeanne d'Arc, sur lequel se trouvait l'amiral d'Artige du Fournet. Retenez ce nom-là, l'amiral d'Artige du Fournet, et le contre-amiral Gabriel Darius. Ce sont les deux amiraux qui ont pris la décision audacieuse et très courageuse d'intervenir sur le Moussadar. On verra dans quelles conditions après. Mais c'était une opération extrêmement audacieuse, parce que les bâtiments que vous voyez ici, quand ils sont venus sur la zone du Moussadar, ils allaient à très petite vitesse, ils étaient à l'ancre, ils étaient dans des conditions de vulnérabilité absolue vis-à-vis notamment des sous-marins allemands qui auraient pu éventuellement s'inscrire dans cette zone-là et procéder à des torpillages. Donc deux amiraux ont pris cette décision extraordinaire et courageuse d'intervenir, et vous avez ici les photos des deux principaux commandants, l'un du 2C, l'autre du Guichen, le commandant Brisson, le commandant Vergos, qui ont été, je dirais, de bout en bout sur cette zone-là, pour organiser, effectuer le débarquement, l'embarquement des réfugiés arméniens. Ils ont été assistés par trois autres croiseurs, le Destré, l'amiral Charner et la Foudre, qui étaient commandés par un lieutenant de vaisseau, un capitaine de frégate et un autre capitaine de frégate. On continue. Alors, comment s'est effectué le sauvetage? Alors, le sauvetage, il s'est effectué, comme le dit ici le commandant Vergos. Alors, on va aller tout de suite sur les pages suivantes. Ces documents-là seront à votre disposition naturellement, on continue.
Voilà la chronologie des événements telle qu'on peut la trouver dans des documents qui s'appellent un journal de bord, un journal de navigation. En voilà un. Ça, c'est le journal de navigation du Guichin. Dans ce journal de navigation, l'officier de quart est prié d'inscrire tout ce qui se passe à partir de ce croiseur cuirassé. Tous les mouvements, les va-et-vient, les coups de canon, les embarquements, les débarquements, tout est indiqué dessus. La chance que nous avons eue, c'est de pouvoir retrouver au niveau des archives de la Marine nationale ces livres de bord de navigation pour le Guichin et pour le Dessay. Je les ai récupérés, ce sont des milliers de pages. Dans ces milliers de pages, j'ai trouvé les 25 pages du Guichin, les 30 pages du Dessay, 2 fois 30 pages, 2 fois 25 pages, parce que c'était journal de bord, journal de navigation, et dans lequel je pouvais tout noter. En résumé, le dimanche 5 septembre, c'est extrêmement précis, à 10h20, grande précision du journal de bord, le Guichen, donc le croiseur cuirassé, aperçoit un groupe d'hommes faisant des signaux. Précisément cette fameuse croix rouge sur un drap blanc qui a été montrée dans les photos qui sont ici. C'est exactement ce qu'ils ont vu. Et je vous montrerai après ça un extrait du journal de bord du Guichin, dans lequel l'officier de quart note 10h20, nous apercevons sur les hauteurs un groupe d'hommes qui agitent un fanion de type croix rouge sur drap blanc. La suite, le commandant Brisson envoie une baleinière, ça c'est écrit sur le journal de bord, qui ramène le chef arménien. Il s'appelle Pierre Dimlakian. Donc pour la première fois, on a un nom d'un chef arménien qui était sur le Moussadar. Il vient à bord du cuirassé Guichin. Il explique la situation au commandant Brisson. Le premier plan consistait en fait à fournir en munitions, en armes et en vivres les populations qui étaient là. Rapidement, ils sont aperçus que c'était impossible parce que la pression des troupes ottomanes et turques était trop forte et ils ont décidé l'évacuation. Ceci dit, la belle linéaire après ça retourne sur la plage. Quelle plage? C'est la plage, pour nous, la plage du Ras El Mina, que les marins ont appelé rapidement la plage des Arméniens. Autrement dit, le Moussadar, il ne connaissait pas même ce nom-là. Quand on regarde une carte marine, et l'amiral ne me contredira pas, on regarde d'abord ce qu'il y a sous la mer. Ensuite, on regarde le trait de côte. On regarde les caps. Donc le cap qui est là s'appelle le cap Ras El Mina. La plage n'a pas de nom, donc ils vont l'appeler la plage des Arméniens. La petite vallée qui débouche n'a pas de nom non plus. Ils vont l'appeler la vallée des Arméniens, naturellement. Et puis, quand ils lèvent les yeux un peu plus haut, ils aperçoivent une montagne, elle s'appelle le Djebel Moussa. Autrement dit, dans un vocabulaire de marin, vous trouverez la plage des Arméniens, la vallée des Arméniens, la plage du Ras El Mina et le Djebel Moussa. Tout ça, c'est équivalent à votre Moussadar et à votre Moussaler. C'est la même chose, vu sous les deux angles. Bon, je continue. Quand la baleinière revient sur la plage des Arméniens, elle est attaquée par des Turcs qui étaient dans les rochers, dans la montagne. Le Guichin doit tirer des coups de canon. Le nombre de coups de canon est indiqué également dans le livre de bord, naturellement. La baleinière doit se défendre, finit par accomplir sa mission et par revenir. Malheureusement, un Arménien est grièvement blessé. Il est ramené et il est embarqué à bord du Guichin. Lundi 6 septembre, il faut rendre compte à l'amiral d'Artéjufournet qui est sur la Jeanne d'Arc. Donc encore un vaisseau de la Marine nationale française qui est sur zone. Et donc le commandant Besson va rendre compte à bord de la Jeanne d'Arc à l'amiral d'Artéjufournet. Le médecin d'escadre opère l'arménien. À 17h30, le chef arménien, etc. Au retour, la baleinière récupère un nageur porteur d'une communication écrite. Tous ces détails-là, que vous avez peut-être lus dans le roman de Franz Werfel, sont indiqués noir sur blanc dans le journal de bord. Je vous montrerai quelques extraits plus tard. Le 7 septembre, encore des allées-venues entre le croiseur cuirassé et la plage. Des blessés sont ramenés également. Et
Entre le 6 et le 7 septembre, l'amiral d'Artéjufonnet et l'amiral Darieux prennent la décision, donc très audacieuse et très critique, d'opérer l'évacuation des populations arméniennes, de 4082 Arméniens. Décision très audacieuse et très courageuse, parce qu'ils ont essayé d'avoir des ordres venant du ministre de la Marine en France. Les moyens de transmission à ce moment-là, c'était du télégraphe. Ça n'a pas bien fonctionné, donc ils ont pris eux-mêmes cette décision-là. Ils n'ont pas été désavoués par la suite. L'amiral d'Artéjufonnet est un moment où lui devait rejoindre le théâtre d'opération des Dardanelles. Et c'est donc l'amiral Darieux qui a continué la stratégie d'évacuation et qui a confié l'évacuation au commandant du 2C. Donc l'autre cuirassé, commandant, capitaine de vaisseau, Virgos. Donc, dès le 8 septembre, le 2C rejoint Guichin, donc les deux principaux cuirassés que j'ai montré tout à l'heure, et le fameux vapeur 2 canot de baleinière 1 du 2C et sa compagnie de débarquement sont envoyés sur la plage des Arméniens. À la tête de cette compagnie, il y avait un jeune officier de marine qui s'appelle Jean Lemay. On retrouvera son nom à plusieurs reprises sur le journal de bord, noté sous la plume de l'officier de quart. Le jeudi 9 septembre, une trentaine d'hommes armés sont envoyés sur la plage des Arméniens, comme d'habitude. La décision a été prise d'évacuer ces 4000 Arméniens, donc il faut préparer le terrain. C'est ce que font le Guichin et le C. Ils détruisent le 10 septembre les dépôts de munitions, une caserne, les centres de transmission pour que la plage des Arméniens soit sécurisée. Entre-temps, le commandant de Vos, qui avait reçu carte blanche et les moyens d'opérer cette évacuation, a demandé le renfort de 3 autres croiseurs, la Foudre, le Destré et le Charner. Ils sont venus sur zone et qui ont opéré tous l'embarquement dans des conditions difficiles le matin du 12 septembre sur les cuirassés. Dans cette opération-là, toutes les compagnies de débarquement, toutes les chaloupes, tous les radeaux des 5 croiseurs étaient mis à contribution pour embarquer en un temps record, avec un professionnalisme inouï, l'ensemble des 4082 Arméniens qui se trouvaient sur cette zone-là. Dès qu'un cuirassé avait fait son plein de réfugiés, et le nombre de réfugiés est noté également sur les livres de bord de navigation, par exemple, la Foudre est le premier qui est reparti vers Port Saïd, a embarqué 1042 réfugiés, le Destré 449. Ils font route à 14h40 vers Port Saïd. Ensuite, ils embarquent sur le Charner, sur le Guichin. Le Guichin a embarqué 1941 réfugiés. Et le 13 septembre, fin de l'embarquement sur les 2 derniers cuirassés, et le cuirassé 2C sur lequel se trouve mon grand-père est parti le dernier de la zone d'opération en embarquant les derniers défenseurs, les 303 défenseurs et chefs arméniens. Le 14 septembre, c'est noté sur le carnet de bord du cuirassé, une cérémonie extrêmement triste. Un des Arméniens blessés a succombé à ses blessures à 4h15 du matin. C'est noté par l'officier de quart, je vous montrerai également cet épisode dramatique. Il a été immergé, selon les traditions de la Marine nationale, à 10h15, avec rassemblement de l'équipage, les couleurs en berne, et donc une cérémonie d'immersion de cet Arménien. Ensuite, il fallait bien reprendre la mission. Au bout de 10 jours d'interruption de la mission officielle de ces cuirassés, il fallait bien reprendre la mission. Donc les 303 derniers défenseurs du Moussadar ont été transférés sur un transporteur anglais qui s'appelle l'Anne, qui lui les a pris en charge pour les ramener à Port Saïd. Voilà en synthèse le déroulé des opérations. On va montrer maintenant quelques photos. D'abord, ces petits carrés-là, ce sont les synthèses de ce que j'ai vu sur les journaux de bord. Donc cette vision globale que j'ai exposée tout à l'heure. Vous l'avez ici, par exemple, celui-ci c'est pour le Guichin. Voilà. À 5h15, ils sont ici, ils voient le phare. À 8h15, ils longent la côte à une distance de 2000. À 10h20, voilà, c'est là qu'ils aperçoivent un groupe d'hommes faisant des signaux. Ils emmènent la baleinière. À 11h, ils communiquent, etc. Ils bombardent le village
c'est Mickey Massy dans le journal de bord. La Béligne accueillie à coups de fusil, etc., etc. Donc toutes les opérations que j'ai pu repérer sur le livre de bord de navigation sont synthétisées dans ces différents petits carrés qui sont ici. Même chose pour... Alors si, juste un instant. J'ai noté également que dans cette opération-là, ce qui est intéressant, c'est de voir, et je reviens sur ce point-là plus tard, de voir comment on réagit et comment on agit les officiers généraux, les amiraux. Comment on réagit et agit les officiers supérieurs, c'est-à-dire les commandants des bateaux. Comment agit et réagit les officiers subalternes, dont ces jeunes anciennes de vaisseau qui avaient 20, 22 ans, 23 ans, et qui étaient à la tête des compagnies de débarquement, on dirait maintenant des commandos de marine, qui pendant à peu près 1 an, peut-être 2 ans, étaient à la tête de ces embarcations qui partaient des vaisseaux pour aller sécuriser une plage, pour aller sécuriser un port, pour faire les embarquements, débarquements, pour transporter un officier d'un bateau à l'autre, pour transporter des blessés d'un bateau à l'autre. Parmi ces jeunes officiers, il y en a 2 sur lesquels je me suis intéressé. C'est d'une part Christian Lematier sur le Guichin, d'autre part Jean Lemay sur le 2C. Christian Lematier est le père d'un capitaine de vaisseau qui a actuellement 85 ans, qui a bien connu d'ailleurs l'amiral de Coursoult, qui m'a téléphoné après cette cérémonie du 20 septembre qu'on a eu ici, me disant « Monsieur Cordel, j'ai vu ce que vous avez fait sur votre père, donc sur votre grand-père Jean Lemay. J'aimerais bien faire la même chose pour honorer la mémoire de mon père. » Et son père, c'était ce Christian Lematier qui est ici. Lui aussi un jeune officier de marine de 21 ans, qui était dans les chaloupes et baleinières, qui ont été les premières sur la plage du Ras El Mina, pour récupérer notamment le chef arménien, comme il disait, donc Pierre Dimlakian, pour récupérer les blessés, pour subir l'épreuve du feu dans ce premier débarquement. Je reviendrai sur ce point-là plus tard. On passe au suivant. Donc, voici les extraits des journaux de bord et de navigation du cuirassé 2C, sur lequel se trouvait un certain Monsieur Lemay, Monsieur Lemay, Monsieur Lemay. Donc ça, ce sont les endroits où on trouve son nom écrit par l'officier de quart, et on comprend rapidement qu'en fait, c'est lui qui commande ce fameux Vapeur 2, canot 2 baleinière 1. Je vous ai montré tout à l'heure un exemple de Vapeur 2, avec ces grandes cheminées, les sacs de charbon et tout ça. Donc voilà l'ensemble des opérations vues du côté du 2C, du cuirassé 2C. Tout à l'heure, c'était l'ensemble des opérations vues du côté du cuirassé Guichin. Et les journaux de bord de navigation montrent bien les interconnexions qu'il y avait entre tous ces bâtiments sur zone pour exécuter les ordres du commandant Vergos et du commandant Brisson et pour mettre en œuvre la stratégie décidée par l'amiral Darty-Juffournet et l'amiral Darius. Alors, les chronologies sont un petit peu différentes. Le 2C étant resté le plus longtemps sur zone. Donc, pour lui, l'histoire continue jusqu'au 14 septembre. C'était à ce moment-là qu'il y a eu cette immersion de ce Japhet Vanian, tel que c'est écrit sur le livre de bord. Et ça se prononce plutôt Asphet Vanian. Donc, vous comprenez bien que les officiers de quart avaient parfois quelques difficultés à avoir une orthographe particulière. Asphet. Et vous êtes vous-même, monsieur, un petit-neveu de Japhet Vanian. Nous nous sommes rencontrés le 20 septembre. J'ai expliqué cette histoire-là, vous êtes venu me voir après ça. Je vous ai montré sur le livre de bord l'endroit exact où est indiquée cette douloureuse expérience, cette immersion de votre grand-oncle à partir du 2C, avec tous les honneurs militaires que la Marine nationale était capable de donner à cette époque-là, et donne toujours d'ailleurs, avec des précisions inouïes, par exemple, longitude-latitude. Vous savez exactement à quel endroit est mort et a été immergé votre grand-oncle. On continue. Alors là, je viens à j'ai expliqué les journaux de bord de navigation. Tout ça est d'ailleurs expliqué par les commandants qui ont fait leur rapport aux amiraux, par les amiraux qui ont fait leur rapport au ministre de la Marine, et toujours avec des précisions. Un contexte géostratégique, géopolitique, voilà la situation dans laquelle on s'est trouvé, voilà la décision qu'on a prise, voilà comment on l'a exécutée. Et comment on l'a exécutée jour après jour.
avec tout ce que je vous ai raconté précédemment, est raconté également par les amiraux et par les commandants des bateaux. Un autre document, je dirais, exceptionnel, c'est cette série de photos. Vous voyez, ce sont des photos qui sont sur un album, donc il y a des photocopies de l'album qui sont là, environ 4 photos par planche. Toutes ces photos sont datées, légendées de la main de mon grand-père. En fait, il y a plus de 200 photos sur cet album qui couvrent toutes les opérations de la fameuse compagnie de débarquement du cuirassé, couvrant toute l'année 1915 dans le cadre du blocus des côtes de Syrie et de protection du canal de Suez. J'ai extrait là les 18 photos ou 19 photos qui ont trait à l'histoire du Djebel Moussa, la plage du cap Ras El Mina. Avec les légendes de mon grand-père, celle-ci, mon grand-père l'avait fait agrandir, ce qui veut dire certainement l'importance qu'il attachait pour lui à cette opération. Vous le voyez ici, le dos. Le vapeur est ici. Et ils vont vers la plage des Arméniens qui est ici. Et au-dessus, vous avez naturellement le Moussadar ou le Djebel Moussa. Et pour eux, ils avaient les yeux braqués sur qu'est-ce qui va les attendre ici. Voilà la légende. Le 9 septembre, ici, Arméniens nous attendant sur la plage. Donc on voit effectivement un groupe de 4 ou 5 Arméniens qui les attendent sur la plage. Ici, le chef arménien, c'est Pierre Dumakian, sur le pont du Cuirassé. Ici, l'embarquement des réfugiés. Ça se passait le 12 septembre, le dimanche 12 septembre. Et ici, on en est également, toujours au 12 septembre, le radeau. Parce que l'opération, au départ, était extrêmement délicate sur le plan de la marine. Il y avait des rouleaux, il y avait du ressac. C'était un vent de mer qui s'était levé, et donc il y avait des vagues. Les canots, baleinières, vapeurs ne pouvaient pas accoster. Et donc ils devaient rester un petit peu en arrière de la zone de rouleau. Donc ils avaient tous construit des radeaux solides, costauds. Et par un système de va-et-vient, les réfugiés arméniens étaient mis sur les radeaux, bien agrippés, et les radeaux étaient halés jusqu'aux canots, baleinières et vapeurs pour être en sécurité. C'est comme ça que ça s'est passé au début. Donc, le radeau du Guichin, il est ici. La fameuse vallée des Arméniens, vous la voyez là. Et c'était l'accès à la montagne, et réciproquement, c'était l'accès à la mer. La foudre, donc vous voyez un cuirassé là qui part, il a embarqué ses 1941 réfugiés, et le premier il part vers Port Saïd. Ici aussi, quelque chose de très personnel. Vous voyez ici un groupe d'Arméniens, ce sont les derniers défenseurs. Parce que l'opération s'étant déroulée finalement plus vite que prévu, le ressac s'étant atténué, et l'énergie des marins et des jeunes officiers étant là, l'embarquement de tous les réfugiés s'est fait plus vite que prévu. Donc le commandant Vergos a décidé d'embarquer tout le monde finalement dès le 13 septembre. Donc le 13 septembre, les derniers défenseurs qui protégeaient les crêtes du Moussadar contre une arrivée éventuellement des Turcs se sont repliés de crête en crête, sont arrivés par la fameuse plage des Arméniens, vallée des Arméniens, sur la plage des Arméniens, et on va prendre la dernière patrouille, c'est exactement la légende qui est ici, donc le fameux Vapeur 2, Canot 2, Baleinière 1 de mon grand-père, Jean Lemay, est allé prendre la dernière patrouille qui est ici, et a embarqué tout le monde sur le cuirassé. Donc voici l'arrivée des réfugiés arméniens, c'est comme ça que c'est libellé, et puis des groupes de chefs arméniens, de chefs et de défenseurs arméniens qui sont sur le pont du cuirassé. Je rappelle donc qu'il y avait simplement 303 réfugiés qui étaient tous à ce moment-là les derniers défenseurs et les chefs arméniens qui ont été embarqués sur ce cuirassé. Ici, vous voyez donc cet épisode dramatique de l'immersion de ce Afet Dagnan, votre grand oncle. Voici la cérémonie d'immersion, qui est donc notée sur le livre de bord de navigation. Et mon grand-père est retourné après ça plus tard à Port Saïd,
Et voici une vue de son album de photos qui montre le fameux camp des Arméniens. Je rappelle que l'amiral d'Artiche-du-Fournay a souhaité, non seulement avec l'amiral Darieux, faire cette évacuation-là, mais que son plan A, si je peux m'exprimer ainsi, c'était d'emmener tout le monde à Chypre, qui était quand même beaucoup plus près, et avec une nature qui ressemblait un peu plus à la nature que vous aviez sur le Moussadar. En fait, les autorités anglaises n'ont pas accepté, et c'est finalement Port Saïd qui a été choisi, donc beaucoup plus loin, et c'est comme ça que tous ces réfugiés arméniens ont été emmenés à Port Saïd. Une photo également très intéressante. Le camp des Arméniens était situé à côté de ce qu'on peut appeler la base aéronavale de l'époque. Si vous comparez ça maintenant à ce qu'il y aurait à Toulon, à Brest ou à San Diego aux États-Unis, vous voyez le genre d'avion que c'était des petits hydravions. Vous en avez un ici. Vous avez un ici qui est levé avec une grue et encore un ici. Ça ressemble, vous savez, au petit hydravion de Tintin, l'étoile mystérieuse, c'est à peu près ça. Donc voilà, un album de photos qui a pour moi une valeur personnelle extrêmement forte, parce que c'est l'histoire de ma famille, c'est également votre histoire et c'est l'histoire de la Marine nationale française. C'est cette double histoire que je raconte là. Leur intérêt également, c'est qu'elles sont toutes, ce ne sont pas que des photos, ce sont des photos qui ont une âme. Cette âme-là, elle s'exprime par la légende manuscrite qu'a fait mon grand-père, que vous voyez sur chacune de ces photos. Bon, j'ai fait faire la digitalisation de toutes les photos qui sont qui ont trait à ce Moussadar. Il y a encore 200 photos à exploiter qui constituent la mémoire, notamment de la Marine nationale française et la mémoire de ma famille aussi. On continue. Donc, cette photo-là, c'est une photo qui me parle énormément, donc j'ai fait en grand ici. C'est mon grand-père, le fameux vapeur, le canot 1, la baleinière 2, le canot 2, baleinière 2 derrière, et la plage, et vous reconnaissez ici le symétrique de ce que Sarro a montré tout à l'heure, où vous voyez des belles photos du Moussadar vu du côté de la terre. Eux, ils voyaient le Moussadar vu du côté de la mer. Donc j'exprime là, vous l'avez bien compris, ce que les marins français ont vu, et ressenti à cette époque-là. On continue. Donc des agrandissements également des différentes photos que je vous ai montrées. La vallée des Arméniens, le radeau, le cuirassé foudre qui s'en va, et on va chercher la dernière patrouille. On continue. Voilà, vous avez peut-être certains de vos parents qui sont ici. Mon père, vous avez peut-être également un de vos parents qui est ici. Je ne sais pas sur quel navire elle était embarquée. C'est peut-être la Foudre, peut-être le Destré, peut-être le Charmer, peut-être le Guichin, ou peut-être le Dessé. Un de ces cinq. Donc, le chef arménien, comme il était appelé, le voici. Pierre Dimlakian est ici. Vous le retrouvez à plusieurs reprises. Il y a d'ailleurs une description de Pierre Dimlakian par le commandant Brisson, qui a été surpris d'ailleurs de trouver un chef arménien aussi, je cite, intelligent, ayant une très belle appréciation de la situation, et parlant en plus de ça, un français impeccable. C'est écrit dans le rapport du commandant Brisson. On continue. La cérémonie d'immersion, vous voyez là-bas, et la fameuse base aéronavale dont j'ai parlé tout à l'heure. On continue. Voilà. Alors là, c'est quelque chose qui va vous parler, que j'ai mis ici volontairement. Voici une page du journal de navigation de Guichin. Je lis cette chose-là. Alors cette page-là est au milieu d'un millier ou de 1500 autres pages. D'accord. Donc on l'extrait. Voici l'extraction. Et je vois cette petite chose-là. Je la mets en grand ici. Et voilà ce qui est écrit ici. Longer la côte à une distance moyenne de 2000, 10h20, etc. Et c'est là, c'est à ce moment-là, 10h20, que l'histoire bascule. Que les 53 jours de résistance que Sarro, que la vidéo montrait, basculent parce que le Guichin, qui avait comme mission le blocus des côtes de Syrie, donc il croisait là en même temps que les autres croiseurs qui étaient dans d'autres zones, mais c'est à peu près au même endroit, voit enfin. C'était un dimanche, 5 septembre, il voit ce pavillon blanc avec cette croix rouge. Ensuite,
on continue dans ce journal de bord, et on voit cette page-là, toujours datée du 5 septembre, dans laquelle ici et là, il y a des choses intéressantes. Ici, voilà. C'est l'histoire de la baleinière qui va la première fois sur la plage. C'est l'histoire de ce jeune officier de marine, Lemathier, qui subit l'épreuve du feu en débarquant sur la plage du Ras El Mina. Donc j'ai mis chaque fois l'origine de ce que j'avance là, et également sa transcription dactylographiée. Mais tout ce qui est écrit là, vous le retrouvez ici, tout ce qui est écrit là, vous le retrouvez là, d'accord ? On continue. Voilà un autre exemple, c'est toujours le Guichin. Là, ils vont sécuriser les abords. Donc, à 12 heures, voilà, ils ont dépensé des cartouches. Ils sont en alerte, ils commencent le feu, ils cessent le feu. Tout ça sont des choses qu'on trouve dans le journal de bord navigation. Donc tout est inscrit jusqu'au moindre détail. On perd un sac de charbon, c'est écrit dessus. Ici, là, c'est également le fait qu'on est en guerre et qu'on va armer le Vapeur 2 en guerre pour aller sur cette fameuse plage des Arméniens. On continue. Voilà le moment où le Guichin va rencontrer la Jeanne d'Arc, notamment pour rendre compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vu. Et c'est après ça que va être prise la décision par les amiraux, d'intervenir. On continue. Juste un petit coup de zoom maintenant sur ce jeune officier de marine, Christian Lemathier. J'ai actuellement beaucoup de communication avec son fils, le commandant Antoine Lemathier. Il recherchait précisément des informations sur ce qu'avait fait son père. Eh bien, après des semaines et des semaines de consultation des archives pour mon grand-père, j'ai pu en quelques jours trouver ce qu'avait fait non seulement mon grand-père, mais maintenant ce qu'avait fait son camarade, qui était à 1 an d'écart comme promotion de l'école navale. Ils ont, quand on regarde les allées et venues de ces bâtiments sur la zone d'opération, entre le Guichin, le 2C, Guichin, la plage des Arméniens, etc., les jeunes anciennes de vaisseau, Christian Lemathier et Jean Lemay, ont par définition eu à travailler ensemble. Donc ça, c'est le résumé que j'ai fait pour le commandant Lemathier, le fils de ce Christian Lemathier, qui était enseigne de vaisseau à l'époque. On continue. Alors maintenant, si vous voulez, je vais aborder une partie un peu plus, je dirais, personnelle, en abordant l'histoire de Jean Lemay, mon grand-père. Alors mon grand-père, c'est un breton. Jean Lemay, c'est un breton. Et je suis moi-même à moitié breton, par ma maman. Il était originaire du nord de la Bretagne. Voilà le genre de paysage dans lequel il a vécu. Il habitait ici, et devant lui, il y avait toute la baie de Kériti-Paimpol. Je dis bien Kériti parce que Kériti, c'était à ce moment-là un village indépendant de Paimpol. Maintenant, c'est englobé dans la communauté de Paimpol. Mais voilà, c'est un endroit dans lequel il y a un marnage, il y a une différence de hauteur entre marée haute et marée basse, qui est de 14 mètres. Donc ça procure des paysages d'une dynamique extraordinaire. C'est un endroit où c'est rude, c'est du vent, etc. Il était issu d'une famille, je dirais, très, très pauvre. Son père était un marin, il était embarqué dans des goélettes à voile pour aller pêcher les morues en Islande. Une fois, il n'en est pas revenu. Donc il était orphelin très tôt. Une chose très importante dans la région de Kériti-Paimpol, c'est ce calvaire, qui s'appelle la Croix des Veuves. C'est là où, paraît-il, les femmes de marins venaient pour voir qui allait rentrer d'une campagne de pêche en Islande. Donc chaque fois que je vais là, et même quand je vous en parle là, il y a une émotion profonde. Mon arrière-grand-mère a certainement été à plusieurs reprises sur ce calvaire
pour voir si la goélette sur laquelle était embarqué mon arrière-grand-père revenait ou pas. Une fois, il n'est pas revenu. Quiritis, c'est également un endroit où il y a une très belle chapelle, d'où on a cette vue, et où j'ai des photos également de cette chapelle dans les années 1900. Parce que là, on se situe, je dirais, au tout début, enfin fin du 19e siècle, tout début du 20e siècle. Mon grand-père est né en 1892. Son acte de naissance montre qu'il était le fils d'une couturière et d'un marin. Leur maison, c'était une petite maison de granit en terre, en sol en terre battue, aucune commodité, très précaire. Et dernière chose que je voudrais dire, c'est que Quiritis est également, c'est important dans la suite de l'histoire, un lieu où se trouve une abbaye, l'abbaye de Beauport, qui est maintenant une abbaye qui appartient au conservatoire du littoral. Et c'est de cette abbaye de Beauport que les pèlerins autrefois, et encore maintenant, partaient, quand ils venaient de Bretagne ou des îles britanniques ou de Scandinavie, ils partaient pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, à peu près 2000 km à pied. Donc Jean Lemay est orphelin. Voilà une belle photo également que j'ai retrouvée de sa maman, bretonne, la coiffe, courageuse. Des goélettes de l'époque sur lesquelles étaient embarqués les marins de cette région-là. On continue. Alors, donc Jean Lemay a eu la chance d'être remarqué très tôt par l'instituteur et le curé du village de Quiritis, comme pouvant faire, je dirais, des études. Donc il a été envoyé très tôt au lycée naval de Brest. Et de là, à la classe de préparation flotte pour rentrer à l'école navale, il a été reçu à l'école navale en 1910. Si je montre cette photo-là, c'est pour montrer quelque chose qui est important. C'est le type de formation que recevaient les jeunes gens à l'époque, dès lors qu'ils pouvaient prétendre à une carrière, je dirais, d'officier. J'allais dire, c'était une formation à la fois militaire, scientifique et humaniste. La preuve, ce littré aux armes du lycée naval de Brest, obtenu par mon grand-père, c'est le prix d'excellence. Ce prix d'excellence, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un littré de la langue française. Ensuite, dans la classe de préparation à l'école navale, ce livre-là, c'est le Grand Prix des sciences, des arts et des lettres. Lui aussi, aux armes du lycée de Brest. Ce qui veut dire qu'il a bénéficié, non pas dans son enfance, mais un peu plus tard, de cette éducation humaniste qui, à mon avis, lui servira dans tout le reste de sa carrière. Donc la formation dispensée au lycée puis à l'école navale avait cette composante humaniste très forte, et je la vois également dans la correspondance que j'ai récupérée de certains officiers de marine de cette époque-là, que j'ai connus également, et qui écrivaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient, comme s'ils avaient fait, je dirais, fait des études d'histoire, de littérature, etc., tout en étant d'excellents commandants et d'excellents scientifiques. On continue. Oui, simplement, on revient sur la précédente. On a retrouvé également son livre de bord individuel quand il était sur Jeanne d'Arc. Alors c'est passionnant à lire, parce qu'on voit comment un jeune étudiant de 18 ans, brillant, il a une valeur, passe d'un jeune étudiant brillant à un officier. Et ça se voit en lisant jour après jour ce que ce jeune aspirant met comme observation sur son livre de bord individuel. Ce livre de bord étant corrigé par l'officier instructeur à l'encre rouge, qui dit « vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas vu ça, c'est mal écrit, c'est mal exprimé, le croquis n'est pas bon, etc. » Petit à petit, on le voit qui devient un officier. On voit cette transformation d'un étudiant brillant en officier de la Marine nationale française. C'est absolument passionnant de lire ça. On continue.
Ça, photo de promotion que j'ai retrouvée sur le site de l'école navale. J'ai pas eu une seule hésitation pour vous dire Jean Lemay est ici. Son camarade de promotion que j'ai rencontré quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, le commandant Moron à l'époque, le voilà. Aucune hésitation, ce sont eux. D'ailleurs, Jean Lemay a une morphologie qui ressemble à celle de mon frère. Et quand on a Moron, m'a expliqué ma maman, pour aller après ça dans les sous-marins, on prenait des gens qui étaient plutôt petits, et ils étaient les deux plus petits de leur promotion. C'est une chance parce qu'ils auraient été là-dedans, je les aurais peut-être pas reconnus. On continue. Donc la Jeanne d'Arc, vous la voyez là. Hein. Ensuite, son livret d'officier qu'on a retrouvé aussi. Alors l'intérêt du livret d'officier, c'est que c'est un simple tableau comme ça. Donc première colonne, à quel endroit est-il? Et notamment, vous trouvez qu'il est sur un bâtiment qui s'appelle le 2C. De telle date à telle date, effectivement, toutes ces photos sont cadrées dans cette période-là, y compris les photos du Moussadar. Et quelle est sa fonction? Il est adjoint à l'officier de tir et il est officier de la compagnie de débarquement. Donc c'est écrit. Et c'est à partir de là que j'ai pu après ça retrouver tout ce que je peux vous raconter maintenant. Ses grades, ses décorations, qu'il a obtenues très tôt, lieutenant de vaisseau en 1919. On continue. Bon, ça c'est la période, donc après le Moussadar, il est nommé enseigne de vaisseau de première classe. Et à la fin de l'année, il est envoyé dans l'escadrille de sous-marins. On continue, le sous-marin Archimède. Le sous-marin Archimède bénéficiera d'un certain nombre de citations. Il aura des épisodes dramatiques parce que les sous-marins de cette époque-là, c'était des situations de vie, d'existence et de combat extrêmement difficiles. Les pertes des sous-marins étaient colossales et les équipages étaient grosso modo de 25 ou 26 hommes, dont simplement deux ou trois officiers. Donc mon grand-père a servi sur l'Archimède et ensuite sur le Coulon, la suivante. Voilà le sous-marin Coulon. Voilà une photo de l'époque dans laquelle on le voit ici. Les sous-marins en cale sèche ici. On continue. Alors après ça, on arrive à la fin de la Grande Guerre. La fin de la Grande Guerre, mon grand-père est envoyé pour suivre des écoles complémentaires, notamment scientifiques, pour poursuivre sa carrière dans la marine. Et puis surtout, il rencontre sa marraine de guerre. À ce moment-là, pour soutenir le moral des soldats et des officiers, le gouvernement avait inventé ce système dans lequel les jeunes filles de très bonne famille correspondaient, envoyaient des tablettes de chocolat, des confitures, je ne sais pas quoi, des chaussettes, à un officier qu'elles n'avaient jamais vu. Donc, le 14 juillet 1919, le lieutenant de vaisseau Lemay rencontre sa marraine de guerre. Ce qui devait arriver est arrivé, il l'épouse en 1920 à Lyon. Cette photo est extraordinaire aussi. Elle montre un jeune officier décoré, en grand uniforme, derrière lui uniquement sa maman, que son père est mort en mer. Derrière ma grand-mère, donc très très bonne famille, etc. Vous retrouvez ses parents. Et c'est une photo qui montre finalement le brassage social qu'il y a pu y avoir à cette époque-là. Continuons. De cette union est née ma maman. La voilà à 2 ans sur les genoux de son père. La voilà peinte par un de mes grands-oncles quand elle avait à peu près 4 ans et demi. La voilà à Kériti quand elle avait 2 ans avec sa grand-mère, avec son père, et devant une petite maison, qui est leur maison au Carrec, juste au-dessus de Kériti, avec un petit calvaire qui est ici. On continue. Alors malheureusement, mon grand-père est mort en 1927. Il avait 35 ans. Et sur sa tombe sont inscrits Jean Lemay, lieutenant de vaisseau, mort pour la France, 1927. Voilà sa tombe à Kériti, donc le petit village qui est le cimetière marin qui est juste à côté de la ville de Beauport.
Et compte tenu de ce qu'avait fait mon grand-père et du fait qu'il est mort pour la France, des suites en fait, des conséquences des campagnes des sous-marins, ma maman a été tout de suite, à 4 ans, 4 ans et demi, adoptée par la nation. Donc le statut de pupille de la nation. Il lui a été accordé tout de suite pour qu'elle puisse avoir, je dirais, un avenir et être éduquée par la nation française. Continuons. Ma maman a épousé mon papa en 1944. De cette union sont nés Jean, c'est moi, mon frère Laurent, notre petite sœur Marie-Félicité, qui malheureusement est morte à 3 semaines. J'ai tenu à l'associer ici dans ce souvenir-là. Encore une photo de moi en pèlerin à Compostelle. Une photo d'une virée qu'on avait fait à Laurent, avec Laurent sur le côté de La Rochelle, avec un certain nombre de mes enfants qui sont là. Continue. Alors, je voudrais aborder la dernière partie maintenant. Une partie, je dirais, encore plus intime et plus personnelle. Quand je raconte une telle histoire, j'ai envie naturellement de la mettre, comme je l'ai mis ici, dans un contexte géostratégique, historique, qui a déjà en lui-même un sens. Quand on voit l'histoire de ces Arméniens, de ces Mouzalerti, quand je vois que Egnar est venu, quand je vois que le père Jacques est venu, quand je vois que Sarro est ici, que son père est ici, quand je vous vois tous ici, quand je vois également la ferveur qu'il y avait le 20 septembre, quand à un moment de mon exposé, je me suis arrêté, j'ai dit, écoutez, vous l'avez peut-être compris, cette enseigne de vaisseau de 23 ans, dont j'ai décrit les opérations d'aller et venue avec le Vapeur 2, Canot 2, Baleinière 1. C'était mon grand-père. Il y a eu à ce moment-là, vous en souvenez peut-être, une émotion profonde qui était entre la salle et moi. Je me suis arrêté parce que je ne pouvais plus parler. Mais la salle était là. Il y a eu un moment de silence qui était palpable. Le silence qui était un silence, je dirais, de respect mutuel. Vous êtes levés, j'ose même pas dire, vous avez applaudi, ce n'était pas des applaudissements, ça venait du fond de votre cœur. Et donc à ce moment-là, j'étais là, je me revois, les deux mains sur le pupitre, en train de vous raconter, oui, c'était mon grand-père. À ce moment-là, j'ai pu reprendre la parole pour vous expliquer ce que ça avait comme signification pour moi, et pour vous par conséquent. Alors quel sens donner à cette histoire? Eh bien, je vais vous donner quelques sens quand même. Cette histoire-là ne serait pas arrivée, je ne serais pas devant vous, si je n'avais pas pris la décision, en octobre 2014, de refaire un deuxième pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mais cette fois en partant du nord de la Bretagne, de mes racines. Donc en plus de tout ce que j'avais dans le cœur, issu du premier pèlerinage entre le Puy-en-Velay et Compostelle, en hiver et en fin d'automne, il n'y avait personne, il y a des conditions, je dirais, de cheminement assez rudes, on va dire ça comme ça, mais absolument extraordinaires. J'avais besoin de refaire ce pèlerinage-là en partant de mes racines profondes. Donc, le moteur qui était dedans, c'était « je veux rendre hommage à mon grand-père en refaisant un deuxième pèlerinage ». Donc, je suis parti de Quérity, de l'abbaye de Beaufort. Et plutôt que de partir directement, j'ai passé toute une journée sur le sentier côtier pour m'imprégner encore une fois de cette ambiance de Quérity, de ce marnage de 14 mètres, de ces rochers, de cette ambiance qu'il pouvait y avoir là-bas. J'ai remis mes pas dans les pas de la famille Lemay, dans les pas de mon grand-père. Quand je suis arrivé, après ça, donc, la première étape, c'était donc le sud-ouest de la France, en traversant la Bretagne, la Vendée, les Charentes, la Gironde, etc. C'était extraordinaire. Il fallait que je rentre pour des raisons familiales et professionnelles. Et donc j'ai écrit l'histoire de ce pèlerinage-là, comme j'ai écrit l'histoire de l'autre pèlerinage. Et je voulais faire une petite digression sur ce que je connaissais de mon grand-père. Au début, j'avais simplement 2 pages et demie. Et puis là, les journaux de bord sont arrivés, le carnet d'officier est arrivé, l'album de photos est arrivé, les rapports des commandants sont arrivés. Je me suis rendu compte que cet hommage-là, pour mon grand-père, dépassait simplement le cadre de ma famille. Il touchait à votre histoire, il touchait à l'histoire de la Marine nationale, encore plus qu'à l'histoire de ma famille, pour laquelle initialement je faisais
cette épreuve finalement. J'avertis tout de suite mes collègues arméniens de chez Dassault Systèmes où je travaillais à l'époque, qui m'ont mis entre les mains de Dalita, qui m'a mis entre les mains de Saro, et c'est comme ça que je me suis retrouvé devant vous le 20 septembre dernier. Mais après une course folle, parce que quand je suis reparti après ça pour faire la deuxième partie de mon pèlerinage, donc de Hendaye jusqu'à Compostelle, en plus de ça par ce qu'on appelle le Camino Frances, le Camino Norte et le Camino Primitivo, donc les parties, je dirais, les plus osées, les plus dures du chemin de Compostelle. J'avais 3 objectifs, incompatibles au départ. Le premier objectif, c'était d'achever cet hommage à mon grand-père. Le deuxième, donc arriver à Compostelle. Le deuxième, c'était de voir, j'en reparlerai après ça, le dernier signe qui est visible sur la cathédrale de Compostelle. Ce signe-là, celui-là. Et le troisième objectif, c'était de revenir à temps pour être avec toi, Saro, le 20 septembre. Au début, ces 3 moteurs étaient incompatibles. Il me manquait 10 jours. Et ces moteurs-là étaient tellement puissants que se sont mis en phase petit à petit. Jusqu'à ce que je puisse revenir, effectivement, le 17 à Paris. Le plan de mon exposé était dans ma tête. J'ai pu après ça qu'à l'écrire et à participer à cette première réunion à Alfortville. Continuons un coup. On va revenir sur ça. Il y a encore quelque chose après? Non. Non, pensez. Le sens que je donne à tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, quand je regarde ce qui s'est passé du côté des Arméniens, notamment ceux du Moussadar, qui étaient dans une situation catastrophique, dramatique, ils ont toujours eu, au fond du cœur, un certain nombre de caractéristiques. Les caractéristiques, on pourrait les appeler une élévation de l'âme ou de l'esprit. On pourrait les appeler une confiance dans le destin. Et on pourrait les appeler également une attention portée à ceux qui sont dans l'épreuve. Pour les marins de la Marine nationale française, l'amiral d'Artigus-Fournet, l'amiral Darieux, le commandant Brisson, le commandant Vergos, mon grand-père, Christian Lematier, les marins qui étaient là, pour réussir une telle opération, et vous, Arméniens, pour réussir une telle résistance, il fallait que ces 3 caractéristiques-là soient là, soient des moteurs puissants. C'est ce que, avec d'autres termes, je me tourne vers vous, Père Jacques, les chrétiens, ces 3 caractéristiques-là, ça s'appelle la foi, l'espérance et la charité. C'était pour moi important également parce que ce sont les 3 caractéristiques que j'ai vues, donc pas ressenties, mais vues sur le chemin de Saint-Jacques. Chaque fois que je l'ai fait, la première fois comme la deuxième fois. Ce sont les caractéristiques qui ont été les moteurs les plus puissants pour moi, pour marcher, pour vous, Arméniens, pour résister, et pour la Marine nationale française, pour décider, organiser, et comme on dit dans mon métier, exécuter. Ce sauvetage dans des conditions extrêmement difficiles et avec un succès maximum. Le deuxième sens que je trouve à toute cette histoire avec un grand H, c'est le suivant. On va revenir sur la page précédente. Je vais parler du dernier signe qu'un pèlerin voit sur la cathédrale de Compostelle. Ce signe-là, c'est celui-là. Je l'ai vu en novembre 2012, quand après avoir cheminé pendant des centaines et des centaines de kilomètres, par une pluie battante, j'arrive à Compostelle, je monte une volée d'escalier, j'arrive devant un porche roman, qui est ici. Au-dessus de ce porche-là, je lève la tête et je vois ce signe. Ce signe m'a bouleversé. Dans le langage des chrétiens, ça s'appelle un chrisme. On y retrouve la symbolique X rho, Christos, et les lettres alpha et oméga, qui sont issus des textes transcendants de Jean l'évangéliste. Simplement, la différence, c'est que le sculpteur, il y a 850 ans, il a écrit cet alpha et oméga à l'envers. C'est un rho X, oméga alpha. Autrement dit, le message pour le pèlerin que je suis, il est très simple.
Monsieur le pèlerin, bravo. Tu en as rêvé pendant des semaines et des semaines. Tu es arrivé, bravo, tu es arrivé à ton point oméga. Mais tu es candidat à un nouveau départ, un nouvel alpha. Le fait est, c'est que le lendemain, j'ai mettais mon sac au dos pour aller voir l'océan, 100 km plus loin. Le fait est, c'est que j'ai eu besoin de refaire ce pèlerinage. Le fait est, c'est que dans une vie professionnelle active, personnelle active, familiale active, etc., on est toujours dans une situation de oméga alpha. Quand je pense que c'est terminé, on recommence, on rebondit. Donc c'est un message à la fois de foi, d'espérance et de charité, ou d'élévation de l'esprit, de confiance et d'attention portée aux autres. C'est également un message porté par un symbole qui veut dire on ne renonce jamais, on rebondit toujours. Dans votre culture arménienne, j'ai appris ce que c'était, je le prononçais très mal, un chak, un hatchak, c'est ça? Un hatchak. Vous voyez, vous avez enfin compris mon accent arménien qui n'est pas encore tout à fait au point. Mais ce que je retiens de votre hatchak, La deuxième syllabe, c'est car. j'ai un problème d'oreille, toutes les consonnes pour moi que je ne sais pas, donc je prendrai des leçons après ça. Vous en avez un exemple, là, je vais prendre derrière ici, c'est l'arbre de vie. Il y a une symbolique puissante qui fait partie de votre âme. Là aussi. Qui fait partie de votre... Voilà, exactement. Donc, c'est un symbole également, je dirais, d'éternité, un symbole de confiance, c'est un symbole de confiance dans la destinée. C'est un symbole également qui, à mon avis, était dans le cœur des Arméniens qui étaient sur le Moussadar, et c'était le symétrique, exactement le même, qui était dans le cœur des officiers supérieurs, les amiraux, les officiers généraux, pardon, les amiraux, officiers supérieurs, les commandants, et les marins, qui se sont miraculeusement retrouvés sur la plage du Ras El Mina, dite plage des Arméniens, au débouché de la vallée des Arméniens, au pied du Djebel Moussa, que vous appelez vous le Moussaler et Moussadar. Je vais terminer cet exposé simplement en émettant un vœu. Je ne sais pas si je referai un pèlerinage à Compostelle, c'est possible. C'est possible. Mais ce que j'aimerais, mon rêve maintenant, ce serait que mon prochain pèlerinage se fasse sur la plage des Arméniens au Ras El Mina et que je puisse monter par la vallée des Arméniens jusqu'au sommet du Djebel Moussa en suivant finalement les pas de mon grand-père et de sa compagnie de débarquement entre le 5 et le 14 septembre 1915. Et mieux, je me tourne vers l'amiral, si un bâtiment de la Royale pouvait m'embarquer avec une baleinière là-bas, bon, j'ai le droit de rêver au niveau où on est. Voilà, c'est ça mon rêve. Peut-être été un peu plus long que prévu, je suis désolé. C'est pas grave, c'était passionnant. C'était passionnant. C'était vraiment passionnant. Après cette magnifique exposé, je crois que j'ai rien à ajouter. Moi, je vais vous raconter l'histoire 20 ans plus tard. Je ne suis pas né à l'époque du transfert des Arméniens à Port Saïd, mais je suis né 20 ans plus tard, j'ai presque 80 ans. Donc j'ai connu tous les acteurs qui ont survécu. J'ai passé ma jeunesse parmi eux. Je vous dis parce que ma mère avait 10 ans pendant la déportation de mon compatriote et mon père en avait 15. Donc il se rappelait de tout. Ils sont mariés d'ailleurs parce qu'ils servaient les soldats qui étaient sur la montagne l'amener de boire à manger. Ils sont connus chemin faisant. Ils sont mariés, retournant en ville. C'est très romantique comme. Et moi, si je m'appelle Jacques et ma soeur Jacqueline, parce qu'un officier français qui s'occupait de leur groupe a été extrêmement gentil. Alors, en souvenir de cet officier, que ma mère, jeune fille, a regardé dans sa tête, à peine né, il nous a appelé Jacques Jacqueline. Mon nom de Vartabet, c'est Haïr Haroutian.
Donc, je ne peux pas ajouter grand-chose. Je simplement dis que j'ai connu la naissance de la ville d'Anjar, parce que je suis né bien avant, mais toutes ces conversations se passaient chez nous. Nous avions une maison à Beyrouth, avec une grande terrasse, dans le milieu du quartier arménien à Chafié. D'un côté, il y avait l'église sur Pago, de l'autre, le patriarcat arménien catholique, le club Azadamart, le journal Astak, le journal Zartonk, le journal... On était entourés par tous ces gens-là, et les Arméniens rescapés qui venaient après leur service militaire, parce que mon père aussi a été volontaire dans l'armée française, il a participé à la guerre de vengeance, il disait, avec ses frères qui ne sont pas retournés de la guerre, mais il est resté dans l'armée française, donc nous avions aussi la protection, la caserne se trouvait juste en bas à côté de notre école, sous l'école Savoric. Donc on se réunissait là, il y avait des anciens combattants qui servaient dans la caserne pour subvenir à leur famille. Mon père était responsable des motorisations parce qu'il connaissait bien le mécanique. Donc tous les soirs, il y avait une réunion et on parlait de la construction du village Anjar. Comment faire tous les Derkaloussiens, des machins, etc. Plus tard, j'ai appris que mon grand-père était le premier victime, le premier héros qui est tombé sur la montagne à 35 ans. Il s'appelait Ovannes Kojanian Fent. Et comme il était du parti Hunchak, il a été oublié un petit peu par les Anjariotes, qui sont devenus tous Tashnak Sagan. Donc, mais cette année, je suis rentré à Anjar parce qu'ils sont quand même rappelés que c'est le premier héros. Ils ont fêté son 100e anniversaire comme le type du héros de Moussadar. C'était le symbole. Ils ont fait un monument. C'est très bien passé. Moi, j'étais à Anjar. C'est très bien passé. Et il faut dire que j'ai vu le miracle. J'ai connu Anjar quand il n'y avait rien. Il n'y avait que des serpents et des lézards, je me rappelle. Mes oncles maternels, tous les deux, étaient réfugiés sous les tentes, à côté des sources d'Anjar, qui est un peu loin. J'ai une tante qui n'a pas voulu absolument s'adapter à Anjar parce qu'il a dit « Moi, je veux rentrer à Moussadar ». Elle est morte à 100 ans, dans sa maison, complètement nue. Il ne voulait pas planter ni arbre ni rien. C'est pas ma terre c'est Khadrbek. J'ai connu tous ces gens-là. J'ai connu les troubadours qui chantaient, qui dansaient, etc. Donc tout se passait dans notre balcon, sur notre balcon les soirs. Et les journaux étaient à côté. Il y avait un représentant de Zarton, d'Astak, qui venait nous rendre chaque fois les nouvelles. Renouveler les nouvelles. Il n'y avait pas la télé ni les portables à l'époque. Donc on recevait les nouvelles grâce à eux. C'était une grande famille des déportés. Il y avait Boutchamoud à côté, en bas, dans le quartier, qui commençait à fleurir parce que j'avais beaucoup de copains à l'école qui étaient pieds nus, mais le lendemain matin, ils mettaient une chaussure, ils venaient à l'école s'asseoir à côté de moi. De cette favela, nous avons eu beaucoup d'écrivains, d'artistes, etc. Un jour, je me rappelle, il y a Galentz qui est venu, il était de la classe de mon frère, il a dit « Au revoir les enfants, nous rapatrions en Arménie ». Plus tard, c'est l'autre compositeur qui était de ma classe, le grand compositeur de Maïsaké, tout ces gamins. Ima. Mansourian, Dikram Mansourian, qui était de ma classe, il a dit « Moi aussi je m'en vais ».
moi aussi je m'en vais, je vous dis au revoir, etc. Et moi, à 12 ans, j'ai commencé à pleurer, papa, pourquoi nous ne partons pas en Arménie? Il a dit, attendons, attendons, ce n'est pas le moment. Il savait quelque chose. Donc voilà, c'est maintenant que je pars tous les ans en Arménie, je me venge. Et tous ces souvenirs de mon enfance, ça vient. Ma mère est décédée à Venise parce qu'elle a vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile au Liban, la guerre civile entre Arméniens, etc. Finalement, quand j'ai perdu aussi mon père, je suis allé la chercher à Beyrouth pour l'amener à Venise. Je travaillais, j'étais à Venise. Mon frère aussi, cadet, était à Venise. Elle ne voulait pas quitter son quartier, c'était tellement attaché. Je me rappelle un jour, il y a un jeune de 40 ans qui est monté chez nous pour mendier. Ma mère a commencé à crier, tu n'as pas honte, toi, paresseux, à ton âge. Nous n'avons jamais mendié, nous n'avons jamais fait. Il criait en arménien avec toute sa colère. Je dis, maman, pourquoi tu parles en arménien? C'est un arabe. Oh, ben ces salauds, ils n'ont pas encore appris l'arménien. C'est elle qui ne parlait pas l'arabe. Il n'a jamais appris l'arabe. Ces imbéciles n'ont pas encore appris l'arménien. Enfin, elle avait un côté comique. Et je me rappelle, elle est décédée dans mes mains, à Venise. La dernière chose qu'il a dit, sois fort, nous allons vaincre, vous allez vaincre aussi vous, etc. Je me rappelle très bien, parce qu'il avait un contact, j'étais directeur du collège, alors il venait nous voir pour passer un peu de temps avec la lingère, et l'aider, et il montait chez les élèves en disant, vous êtes arménien, il faut être dur, vous allez être fort, vous n'avez à avoir peur de quoi que ce soit. Et j'ai dit, maman, mais quand je me rappelle très bien qu'il n'y avait pas de fontaine ni d'eau courante chez nous, comment tu te lavais? Elle dit, je m'enfermais à clé. Je lavais mes vêtements, je n'avais qu'une seule. Je séchais, je retiens, et je mettais, et je sortais comme une jeune fille dehors. Ils ont tout vu, tout ça, sans se plaindre absolument. J'étais étonné de voir qu'elle passait son temps à faire des ansernacotes. Elle était très bonne, elle en a fait beaucoup. Un jour, je lui ai demandé, maman, tous ces travaux, où est-ce que tu les as mis? Avec quoi vous avez étudié, mon fils? On était 5 à la maison. Comment vous avez étudié? Qui vous a payé? Mon père, qui était dans l'armée, trouvait les moyens de nous amener quelques boîtes de viande, etc. Et qui distribuait aussi aux voisins, parce qu'il y en avait pas mal, qui étaient les Argoumanians, les Khachikians, tous habitaient dans notre quartier. La crème des futurs intellectuels était entourée dans le quartier arménien de Ashrafieh, Haïgachen, Jermak Douner, Catholique Dere, Sapet Tourmas, je me rappelle tout ça. Et voilà, je crois que je suis étourdi par la présentation de notre cher, je connaissais beaucoup de choses, mais là, avec si minutieusement préparé, il nous a tellement enrichis que je ne peux plus rien ajouter, sinon vous dire merci d'être venu et bonne nuit à tout le monde. Il y a quelques mots pour conclure. Merci Père Bezdikian, merci Jean. C'était vraiment un plongeon dans l'histoire. L'histoire de ton grand-père, l'histoire de votre grand-père, qui au final se croisent. L'histoire de la France, l'histoire des Arméniens. Et aujourd'hui, se retrouver ici, vous avoir tous les deux côte à côte, c'est un magnifique tableau.
je vous l'ai dit tout à l'heure, on vient de créer notre association France Moussadar. On veut promouvoir donc cette région, sa culture, son dialecte. Il y a encore un village aujourd'hui, le village de Vakop, il y a 130 habitants à l'année. C'est un village qui appartient à toute la nation arménienne. Il faut qu'on fasse modestement, qu'on contribue à la sauvegarde de ce village, puisque c'est le dernier village arménien de toute la Turquie, avec son église, sa population, sa culture. Alors on va modestement contribuer à aider moralement et matériellement les habitants de ce village. On va promouvoir ici en France la culture du Moussadar. Je vais pas ici faire la liste de tous les projets qu'on a, mais on a pas mal de projets. Et surtout, on va créer du lien entre Français et Arméniens, puisqu'on a une histoire commune. Et c'est une très belle rencontre. Jean, il n'y a même pas un mois. Voilà, donc on a créé des liens particuliers, très profonds, qui plongent un siècle en arrière. Maintenant, nous sommes liés. Tous les ans, tu seras avec nous. Père Bezdikian, tous les ans, j'aimerais que vous soyez également présents. À Alfortville ou ailleurs, en tout cas en région parisienne, que tous ensemble on se retrouve, qu'on fasse tous connaissance. J'ai une petite pensée pour Varkes aussi, puisque c'est le fait d'avoir vu la photo, le fait d'avoir vu dans les journaux de bord le nom de ton grand-oncle, grâce aux recherches de Jean. Bon, tout ça, c'est du lien qu'on crée entre nous. On apprend à travers ton travail qui est remarquable, beaucoup de choses qui nous concernent nous. Je sais que la Marine nationale, amiral de Coursou, a dans l'objectif également de faire rayonner la Marine française. Eh bien écoutez, la Marine française a sauvé 4000 Arméniens il y a 100 ans. Aujourd'hui, on évalue à peu près à 35 000 personnes les descendants de ces Arméniens qui ont été sauvés par la Marine nationale. Et on va vous aider, bien sûr, à faire rayonner la Marine nationale française à travers notre histoire. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, et la plupart issus du Moussadar, c'est aussi grâce à la Marine française, c'est grâce à la France. Et donc nous avons une histoire qui est liée, qui est une très belle histoire, porteur de valeurs, et Jean, tu l'as très bien souligné. Je ne vais pas y revenir parce que tu l'as exprimé d'une manière formidable. Et toutes ces valeurs, on les partage. Et c'est le début d'une belle aventure que notre association France Moussadar. Voilà. Merci. Maintenant, on va passer à la partie conviviale du cocktail, sauf s'il y a des personnes qui veulent s'exprimer peut-être. Yerna, tu veux dire quelques mots, Dalita? J'aurais une question. Pas besoin de micro pour ça. J'ai vu dans les documents, Jean, qu'en fait, avant de partir, ils ont exécuté les troupeaux restants à la mitrailleuse. Oui, Donc c'était pour éviter que les animaux tombent entre les mains des Turcs, j'imagine, mais enfin, j'avoue que ça m'a un peu choqué pour les pauvres animaux descendus à la mitrailleuse. Effectivement, j'ai exprimé, j'ai synthétisé ce que j'ai trouvé dans les journaux de bord de navigation. Effectivement, le 13 septembre, dans l'après-midi, après avoir « On va chercher la dernière patrouille », objet de la photo, le livre de bord mentionne qu'il retourne sur la plage pour finir de récupérer le matériel qu'ils avaient là-bas, et surtout pour éliminer les troupeaux qui étaient sur la plage. C'est un fait, c'est ce que je lis dans le livre de bord. Je pense que l'objectif, quand on lit un livre de bord, il y a souvent des faits comme ça. Quel était l'objectif là-dessus? Moi, ça m'a paru cruel. J'aurais pas envie de tirer sur un âne ou sur une vache ou sur, je sais pas, sur les animaux qui étaient là. Je pense que l'objectif, c'était de ne rien laisser
sur place qui puissent servir leurs ennemis. Voilà. Mais je n'ai pas, si vous voulez, je ne sais pas quel fond du cœur là-dessus. Pour les prises de décision des amiraux, on peut très bien décrypter dans la correspondance du commandant Brisson ce qui l'animait au fond de son cœur, les valeurs qu'il défendait. Quand on voit la prise de décision de l'amiral d'Artigas-Fournet et de l'amiral Darieux, on peut les deviner parfaitement. Pourquoi, s'ils ont éliminé les derniers vaches, ânes, etc., qui étaient là, je ne sais pas, je suppose que c'est pour ne laisser aucun animal sur la place. Effectivement, dans le livre de bord, on voit ça. Vous l'avez vu à quel niveau? Dans le résumé que j'avais fait? Dans le... Oui, d'accord, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, alors, ça va jusqu'au souci du détail. Je sais exactement combien de balles de mitrailleuses ont été employées pour cette salle de Drum. Comme je sais combien de coups de canon ont été tirés, et à quel moment, à quelle distance, pour supprimer un dépôt de munitions, une caserne ou un dépôt de télégraphie, voilà, un relais télégraphique. Tous ces détails-là sont indiqués. Pour ça, l'intention qui est derrière, c'est différent. Peut-être que je vais parler en anglais et Dalita va traduire. Peux-tu tout à fait? Non, je fais des fautes français. Okay. Alors, vous allez être très indulgents. Je suis très contente d'être ici. Je vous remercie tous. Merci Jean, merci Harutioun qui est mon grand-oncle. Merci Saro, peut-être que nous ne sommes pas parents, mais moi je te considère mon parent. Menkaraza Denka Elevus. Merci tout le monde, merci Dalita qui m'a mis en contact avec Jean. Aujourd'hui je veux évoquer mon arrière-grand-mère qui est la sœur du grand-père de Père Jacques. Et ce que j'ai pensé quand Jean parlait, que nous les Arméniens, nous n'avons pas d'archives arméniens. Les villageois du Moussadar, c'était une culture orale, c'était des villages très simples. Nous avons nos chansons, mais nous n'avons pas de carnet de bord. Notre mémoire est une mémoire orale. Et j'ai très peu de photos de ma famille, je suis sûre que tout le monde est comme ça. Et grâce à un de mes cousins à Beyrouth, Varan Zekian, qui m'a envoyé de vieilles photos de famille, voici une photo de ma grand-mère, Walter Kojanian. Je ne sais pas si tu connais cette photo, Harutioun. C'est la sœur du premier martyr sur la montagne. Je voulais aussi évoquer mon grand-père, Tovma Zekian, qui est le fils de mon arrière-grand-mère, bien sûr. Et mon cousin a trouvé cette photo de lui. Il avait 14 ans en 1915. Et quand ils étaient à Port Saïd, il a menti sur son âge et il s'est engagé dans la Légion arménienne. Et voilà une photo de lui dans son uniforme de la Légion arménienne dans l'armée française. C'est une vieille photo que je ne connaissais pas. C'est très important, je crois, pour nous de se retrouver les deux branches de notre famille. Saro s'était perdu de vue. Nous, notre famille était au Liban. La famille était en Turquie et puis en France. On s'était perdu de vue. Maintenant, on se connaît et on forge de nouveaux liens. Et la dernière fois que j'ai vu Harutioun, c'était à Alep, il y a 20 ans. Maintenant, on n'a plus Alep. Mais on a toujours, ou Anjar, mais on a toujours notre famille, notre histoire commune. Alors c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. فرانسه بنفسه hayır Oraya geldik Kampoç. Kurakhen Volter Meçnem. Գերոնական հոգևորական եղբայրը ունենք աղոթողանալ ինձի պես
բայց ես չգրծա ուզած իսպես հասնիլ և ամբողջիդ մեջ ցեզի հետևալ այսպես։ Ես մուսալերան վերջին տեգորներեն են, ներգայի քյուրին, Բախով քյուրին, ամենա դարիքոտ ես եմ հիմա գվույմը։ Ես մի առաջ 100-107 դարիգան մեկի գար, ավետիս բերբերյան էր, բայց հետո ինչ ռազեին մագանուն անոր, ինչ որ է։ Հետո հիմա եթե հոնը լայ, հոնդեղի ամենախոշորը բիդի լայ, եթե խոշոր եմ չեմ գիտեր, չեմ ուզեր ավելի խոսիլ, բայց ուզեմ երկու խոսք ևս ասել, որ մենք ունենք հոտ Վախով քյուրի մեջը, մեր դպրոցը։ Ես այդ վերջին աշակերտներեն եմ, հիմա գոյում է։ Մենք գգարտայինք հայերենի գողքին ֆրանսերենն ալ, երկրորդ լեզու էր, հետո արաբերեն, այն ալ գարտացած եմ, և անգլիերեն։ Այս վերջին երկու մեր ընթերցանության մեջ յոնդոլուղ քյուրեն Մովսես Խաույամը եկած էր, աներ մեզի տասադու, հետո արաբերենը Գաբրսկեյան Սարգիս ինչ-որ է, մագանունը չեն կրնար հիմա, որովհետև շատ հիվանդություն մանցուցի, հիմա դժվար է հարցիկա ինձի համար, բայց նորեն ուրախ եմ, որ քանի խոսքով արդայբեցա։ Մենք մինչև 1939-ն այդ դպրոցին աշակերտներեն են։ Աշակերտները երբ որ ասեն, մյուս քյուրերը ոյև է մեկի չեր մնացած որովհետև մեր քյուրեն զան։ Եկան մեր քյուրը, այս դպրոց չկար, առաջին հերթին թուրքը մեր դպրոցները փակեց, կոծեց։ Միշտեր մենք չկոծված դակավին դպրոցները չէին կոծված, մենք ադգերաջ պիտյաս կացազայինք քննության անցնելու համար Կիպրոսի Մերկոնյան վարժարանը մեկնելու։ Մենք չգրծանք երթար դժբախտաբարը։ Միշտեր մեզ մի առաջ եղող տասնգերներ ունեինք, անկեր քանի մատի յուրաքանչյուր քյուրեն կացին, մենք մնացած էինք վերջին այդ 1939-ի թվին, մենք մեր քյուրեն կացինք պիտյասը և մեր տասադուն չէ, քննիչը անեն եկան, հալևեն եկան և մեր քննությունը կան, Նատանյան անով մեկն էր մեր քննիչը և անոր քննությամբ ես և խաչիկ մենք Մարնիրյանը գոչվեինք, բայց թուրքը կալունպես ինչպես ասի դպրոցի հետ միասին մեր ասկանումներն գործընծուցիկ, անալ փոխեցին։ Հայրիկս կացած էր, գանչած են յուրաքանչյուր քյուրեն մեզավորմը, այն կացած էր եղող դաջիկը, որ մագանունները պիտի փոխեն մերին։ Եվ փոխեցին ինչպես ասի, երբ որ գարկը եկեր են մեր մագանունը Մարնիրյանը վերցնելու համար, մեզավորները գանչեն մեկիկ և յուրաքանչյուրը գկոցեն յուրաքանչյուրի մագանունը։ Երբ որ հայրիկս կուկա գարկը, գսեն որ մեզավորը այդ վարյան եղողը Սվեդիե գսեին անյադեն այսօրվա Սամանդաղիի Սվեդիե գսվեր արապերեն և Սվեդիե էր անունը։ Ինչ որ չեր գարենք, բաբասել է, որ ինչ պիտի փոխենք, մենք ունենք մագանուն, ինչ է Մարտիրյան, անչիկա հիմա, վերցուր, անգամանալ պերալը չարնեց։ Եվ այդպես մնաց միջև հոս Սարո քանի որ եղավ, քանի շապատ, Վեց դարի։ մեր մագանունները փոխեցին հոս մեր շատ սիրելին փորնիկս է Սարոնան,
Անոր շնորհիվ ման տպիմումը գդարեց եւ պարկասոյ փոխեցինք մեր մագանունը նախքին մագանունարին եւ հիմա մագանունով մեր նախքին մագանունով գմնանք սրբազան այ չէ ինչու՞ չէ արժանի եք որովհետեւ այո եւ այդ միջոցին մեր դպրոցները ջուրի ինքան չգրցան երթան Այդ վերջուրեի մեր ընկերները, տաս ընկերները, նույնիսկ խաչիկն ան, որ նոր հետ քննության կացած էի, անան չգստավ քյուրեն երտան, կացին դեպի անջարներ, ես չեմ կացած, անջարը չեմ կացած, մնացած են ուն մուսաները, և դագավին կմնան, մինչև հիմա կմնան, այսօր խոսեց այդ դագավին, քույրը սոն է դագավին, Իսկ երեք տարեկան բզդիկ մամաս կյուսեր որ դուք յուրականչյուրը երեկական դարի, որ դարի չեն կդերու, անիկա չեն կդեր, այսինչ թվին կսեն, սակայն այդ թիմնան ճշմարիտ չէ, որովհետև նույն օրը չեն կրեն դար, նույն ժամանակը չեն կրեն դար, և կրեն ինչպես վակով կյուղ, Վախով և կյուղ և որնաբարան երբեմն ներեք, անիկա հոնդև են կնած, մենք մնացիկ, մեզ մեր առաջ ուսուցիքին դվան խաչեր կարտոնը չէ Մադուրյանը, բավացանով Մադուրյան ելավ այդ Մերքոնյան են, Ադրոնիմը ելավ, չեմ կդեր իշպի ելավ, Եվ մեզ այս է պախտի էր, կաղանայացանք, մեր բոլիս կացանք էինք, իվանտ եղբորմը համար, անիկա տարմանել դալու համար, ինչ մեկ խաչիկ անունով եղբայրը, անոր հետ երկուքս միասին կացինք, և այսպես մեզի ֆրանսական ժեներալ մի եկավ, մեր ուսուցչության դպրոց ուսանելու մեր ուսման գներեկը մեր դպրոցները քննության եկավ զինվորը մարեշալը մարեշալը գսեմ զոլագալը մենք անիկա դիմարվանելու կացինք դպրոցով գներեք այալը սեմ որ հոնդերը երկու դպրոցներ ունեինք Mega հնչակյան մյուսը տաշակական թողորլան, հայթակական թողորլան, երանից Հարստ ես պիտի սեի, վերջավեսը այդպես եղավ և միայն ժեներալին ես պերնովս կանչած եմ Vive la France, vive le général և այլն այդպես անցուցին անան կիբավորեցին իջև դերի կնուխը կյուրին, դերի կնուխը դարին դրգեցին կդերմեի անգեդո յոնլուղը աջահբիկլին բիկյասը կեբուսիեն քիչարար պիրիսի սիպոր բիկյաս սիպոր հայրս երբ որ նավը կացած են հետնալու և դեպի փորսայր երտալու Աջաբանանոք կացած են և ադալուսեմ, որ հայրս եթե թարգմանով ըլլա, մենք ֆրանսերեն կարտացիկ, բայց վերջը կորսուսիկ 33 տարեկան էի, անգեհեդո կորձին, դարին չեմ գիտերի, մեր աստական կորձերներ թե, այդպես, նոր է գնաց ինչ-որ է, գներեք, որ Թերպոնեցեք կանում խոսքով, ասպիդիս էի, աստիգավ, բավաս աջաբարանով կացած է պիտի երթան, առաջեք կիրկի վրա եղել, խրամատներում մեջ կմտնա եղել, ադիգա երբ որ գվազ է պիտի երթա ինքնան դուրսը չմնալու համարը, պիտի երթա որ ձովագալը նավուն հրամա պիտի որ կալենա, լեցվերը որովհետև, Հև կացեր մտեր են նավում մեջը և այդ բազած ադենը ոտքը վիրավորեր է և գազ կարդի արինով կացեր է ձովագալը թերևս իր
Tornuk de Bulgar demiyor. Ananın sesi. Ha? Hiç böyle. Ja, da ich das, wenn man tam schatten en konsker, var det väl det ställt på det. Jag var dem band Jesus kanopus andra schatsan Oraya yasal sevişine gelip gayden oraya gelip devre ile kanı gelip aman çalışanlara gelip Kardeşi kımsar götürseniz. Ha, Nasıl? acaba geçenimiz Amerika'da der kesildi böyle güvenim. Baba insan bomba seyret. Eyvallah bomba seyret babasına. Hakkı inşaat babayı. Şaşırma gelip falan. Şuna gelip.